Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je me suis pas trompé cette fois-ci. C'est bien géopolitique profonde. Mercredi, c'était la résistance française. Et j'avais dit géopolitique profonde. Et là, je n'ai pas fait j'aurais pu, en me disant, je vais compenser, je vais faire l'inverse. Non, le samedi matin à 9h, entre 9h et 10h30, donc ce libre journal suivi de 10h30 à 12h, du libre journal des controverses de notre ami Mike Borowski. Allez, tout de suite, je vous remercie Lara de bien vouloir m'assister, d'être présente dans ce studio aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Alors, Virginie, on est content de la voir, voilà. Elle est en forme. Nini Vlam sur voilà. YouTube. Avec des nouvelles lunettes, à chaque fois, avec son casque et les lunettes extraordinaires. Ouais. On a quand même une reine de beauté à la radio, hein. C'est pas rien. Et Miss Nouvelle-Calédonie, c'était ça Oui. Oui. Ça va la Nouvelle-Calédonie, j'espère, oui. Ça a été pire, ça sera moins bien dans le futur, si tant est que ce soit possible. Merci. Et bien, écoutez, elle va nous accompagner dans la réalisation de cette émission, Virginie, durant toute l'émission. On rappelle que, puisqu'elle a une autre vie, comme nous tous, nous avons souvent plusieurs vies, et vous pouvez la retrouver sur Nini Vlam. Sur YouTube. On dit YouTube. Nini Vlam, pas N-I-N-I, N-2-E, N-2-E. Ce qui m'a l'air d'être un peu déjà un anglicisme, ça. Hein. Le 2-E, là, je sais pas. Moi, je le prononce... Bon, on va pas dire ne. Nini.fr. Ça serait quand même ennuyeux. Ça va, elle a de l'humour quand même, oui, attention. On remercie Sylvie qui est au standard, voilà. Donc vous pouvez l'appeler au standard. Elle donnera droit et elle nous apportera avec l'invité du jour vos questions, remarques, observations. Kourou, ça arrive. Et voilà, je battrai ma coulpe, je ferai amende honorable. Eh bien, ou pas, mais en général oui. Donc ce sera à la fois par le téléphone ou si vous le souhaitez, évidemment, envoyez vos courriels électroniques à l'adresse de la radio et on va les transmettre. Ne tardez pas trop parce que j'ai souvent et c'est dommage, où je le donne ensuite aux invités 10h27. Qui parfois répondent, oui, ou même après. Voilà. J'ai déjà été chassé par Borowski du studio que je vois les messages encore affluer. Donc, ne tardez pas trop, chers auditeurs. Le thème du jour, nous allons parler d'un mensonge d'État, d'une imposture écologique, avec notre invité du jour, que je vais tout de suite saluer, puisqu'il est déjà dans le studio avant la revue de presse. Bonjour, monsieur Henri Vallard. Bonjour. Bienvenue donc sur Radio Courtoisie. On est enchanté de vous avoir aujourd'hui avec nous, parmi nous. Si vous pouvez juste, parce que je n'ai eu que son versant PDF. Juste, voilà, merci. Le tenir dans mes mains, Henri Vallard. Donc, Mensonge d'État, imposture écologique, aux éditions Fayard Enquête. C'est bien ça. Tenez, je vous le remets. Vous pouvez montrer à la caméra. Ah oui, pas mal exactement. Alors, n'oublions pas qu'on est radio, mais aussi parfait. Ça sera dans 8 jours sur Géopolitique Profonde, absolument. Et le livre sort mercredi. Donc, on ouvre un petit peu la presse pour notre auteur. Donc, on est ravis d'avoir une exclusivité inédite comme ça. Est-ce que vous voulez montrer ça aussi, tiens ? Oui, on va montrer ça aussi. En général, je le fais tout seul, tous les jours, comme un genre. Voilà. Rejoignez la communauté Géopolitique Profonde pour bénéficier de la revue confidentielle. Numéro 22. Mensuelle. Numéro 22. C'est ça. Toujours l'excellente qualité de papier et l'excellent contenu. Avec des Sylvain Ferreira, des Marc-Gabriel Draghi, des Claude Janvier, ce sont des permanents de nos matinales. Et puis d'autres auteurs, évidemment, les placements. On rappelle une semaine de gratuité dans sa version papier et numérique qui vous donne accès à des formations en ligne sur la décentralisation financière. Comment bien placer votre argent pour éviter dans les livrets A, dans les PLE. Non. L'effort de guerre, la patrie a besoin de vous. Vos sous, plutôt voilà, de vos sous surtout. Donc évidemment, c'est de la décentralisation financière, donc c'est pas exactement ça. Sachant que les livrets A étaient à l'origine pour les logements sociaux. Il n'y a plus de problème de logements sociaux. Non, on va tous dormir sous les ponts. Pour tous ceux qui ont besoin quand même d'un logement social.
sachant qu'on ne pourra plus dormir non plus dans Encore sa voiture. Une autre imposture, avec les aides-feux. Ah non, sur vos papiers, vous n'êtes pas critère 1 ou 2, vous ne pouvez pas rentrer dans Paris. C'était terrible. Mais là, je reviens, je suis en proche province pour venir le samedi matin. Et donc, à chaque fois, j'ai le droit Et chaque semaine, c'est différent. J'ai le droit au purgatif du périphérique. Donc, on est passé de 70 à 50. L'automobiliste, ça se passe très très bien. Oui, j'ai même envie de dire qu'il se prépare déjà aux 30 km/h, ce qui serait logique en ville. Certains, ils y sont déjà. Et puis alors, la voie de covoiturage, sans aucun problème. C'est encore pour le moment expérimental, mais tout le monde la respecte. Mais alors, c'est absolument incroyable. Même très tôt le matin, vous avez des bouchons sur le périphérique. Mais c'est mieux. On est devenu bien docile. C'est ça. Bon. Je ferai une revue de presse peut-être écourtée aujourd'hui, puisqu'en plus nous n'avons pas, en tout cas je ne le vois pas paraître sur l'écran, le directeur de publication Raphaël, qui se repose un peu, je crois, actuellement, Raphaël Beslu. Il l'a demandé, c'est mérité. Ben oui, bien sûr. Oui. Et nous, on était en vacances la semaine dernière, je rappelle. Donc 2 semaines d'infos à commenter, c'est beaucoup. Nous vous avions quitté sur une homérique engueulade dans le petit salon attenant au bureau ovale à la Maison Blanche. Nous vous retrouvons avec une proposition de cesser-le-feu. Alors, il y a voilà, exactement, portée d'ailleurs par les États-Unis et l'Ukraine. Soyons justes. Le belliciste et l'agressé. Alors, non, mais c'est ce que vous avez noté, Lara, et je ne peux pas vous donner tort, c'est-à-dire qu'en termes de simple logique, sans aucun engagement de notre part pour les uns, pour les autres, ou surtout pour personne, parce qu'être pour la guerre, ça pose quand même un petit problème, c'est que proposer un cessez-le-feu à celui qui est présenté par tous comme l'agressé, qui en plus est en train de perdre la guerre, je vois pas l'intérêt. Un cessez-le-feu conditionné à la reprise de fournitures d'armes et de surveillance par les États-Unis. Alors oui, un cessez-le-feu pour plus de guerre. Non, mais là, on est dans des incohérences. Non, mais ce que je trouve extrêmement cynique, pour une fois, vous voyez, je vais défendre l'Ukraine, c'est que ces malheureux qui sont en train de perdre la guerre, qui sont quand même, c'est pas eux qui ont déclenché l'opération spéciale en février 2022, tout de même. Évidemment que non. Oui. Et c'est à eux qu'on dit, vous allez arrêter de tirer. Hein. Non, mais bon, c'est totalement, c'est hypocrite. C'est pour ça que ça risque pas de marcher, à mon avis. Bon, non seulement c'est hypocrite, mais c'est surtout comment encore davantage abattre les Ukrainiens en les privant même de leurs ressources naturelles. Oui, ça c'est les terres rares. Oui. Ils ont payé de leur sang et maintenant ils vont en plus payer de... C'est pour le remboursement de ce qui a déjà été apporté. Pour le remboursement de ce qui a été versé au complexe militaro-industriel américain, qui s'en est bien porté grâce à cela, mais devenu des dettes que vont rembourser les générations futures d'Ukrainiens, n'ayant plus d'exploitation de leurs propres terres rares. Enfin, c'est d'une... Voilà, c'est pervers. C'est carrément pervers vis-à-vis de ce peuple. Alors, ce à quoi j'ai échappé à commenter la semaine dernière, mais je m'y colle cette semaine, parce que quand même, les bras m'en sont tombés, j'étais dans ma chambre d'hôtel, et j'entends tout d'un coup, j'avais une oreille distraite, le discours d'Emmanuel Macron, un de plus à 20h, et tout d'un coup, je crois entendre dans sa bouche le mot « patrie ». Je hausse le son, patrie, l'homme de la Startup Nation, la patrie a besoin de vous. J'ai cru à un moment donné même qu'il disait... Nicolas, le cochon. Je pensais même que c'était Paty. Mais non, c'était bien patrie. Il a fallu attendre 7 ans pour qu'Emmanuel Macron nous parle de la patrie, de la défense de la patrie. Pas mal. D'ailleurs, un jour, il dira qu'il y a la culture française. En tout cas, ça... Manet, peut-être. Non, elle n'existe pas, la culture française. C'est bien. Il l'a dit dès le début de son premier mandat. En tout cas, dans la fabrique de l'opinion, d'ailleurs, on a un expert avec nous, il pourra peut-être nous en dire 2 mots. Je trouve assez exceptionnel un des articles du Figaro. Je n'hésiterai pas face à la situation internationale, ces Français prêts à s'engager pour la patrie, justement. Et c'est un morceau d'anthologie, je vous le lis, chers auditeurs, vous allez apprécier à juste titre. Suite à cette altercation, justement, entre Zelensky et Trump dans le bureau ovale, enfin à côté, ça a fait office d'électrochoc pour Sophie et son conjoint Aurélien.
De cette rencontre, la jeune femme de 35 ans retient l'image, là, écoutez-moi bien, d'un héros de guerre face à un immonde idiocrate qui a élu domicile à la Maison-Blanche. Il a élu domicile. Trump est arrivé, il dit tiens, la Maison-Blanche, c'est pas mal. Non, chère madame, il a été élu par le peuple américain. Voilà, il n'a pas élu domicile, d'accord? C'est le peuple américain qui l'a élu pour 4 ans. Ne vous en déplaise, chère madame. C'est à ce moment, devant l'inversion totale des valeurs, oui, en effet, mais alors l'inversion totale des valeurs, du bien et du mal, du vrai ou du faux. Tiens, ça existe, le bien et le mal, le vrai et le faux, aujourd'hui, dans la patrie de Macron. Devant l'injustice la plus consommée, que nous avons ressenti le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. Oui, surtout n'importe quoi. Donc ils se sont inscrits à la réserve militaire. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il y a un numéro vert. Et oui, il y a un numéro vert pour s'engager dans la réserve militaire. Voilà, je ne vous le donnerai pas parce que je ne le connais pas par cœur. Vous n'allez pas prendre le temps d'antenne de Radio Courtoisie pour annoncer ça. Non, le numéro vert, je vais vous le répéter plusieurs fois, pour la patrie a besoin de vous. Ça, c'était donc ce point-là. On va passer très très vite sur ces sujets. De toute façon, ils sont évoqués dans mes émissions de géopolitique profonde tous les matins à partir de 7h. Bien sûr, dans les matinales de Radio Courtoisie, on n'en doute pas une seconde. On a eu le plaisir, le 1er mars, lors de la fête, d'avoir Liselotte, qui était présente. Elle était présente, oui, tout à fait. Et elle a beaucoup apprécié, comme nous tous, de la voir d'ailleurs avec nous. Non. On n'est pas concurrents, on est complémentaires, évidemment, avec Radio Courtoisie. Juste, donc on est sur des processus de cessez-le-feu qui vont durer, à mon avis, un certain temps. L'oblast de Koursk va revenir très rapidement à la Russie. C'est une défaite militaire. Ils espéraient. C'est une opération qui avait été montée un peu aussi en tant que proxy par les services américains et anglais. Avoir une monnaie d'échange, mais ils sont en train de la perdre, ces malheureux Ukrainiens. Donc le cessez-le-feu et les accords futurs de paix risquent de ne pas être trop en leur faveur. Mais ça, ils méditeront le fait d'avoir écouté Boris Johnson au tout début de cette opération spéciale. Moi, je ferme le banc là-dessus et je vais, puisque nous sommes en effet, il y a une grande menace, que ce soit Trump, que ce soit Poutine, sur la démocratie, je veux voir et je veux entendre et je veux savoir qu'est-ce que font les Européens. Et si on prenait Lara l'exemple, et on terminera la revue de presse là-dessus, sur, allez, au hasard, la Roumanie. Comment sauver la démocratie en suspendant un processus électoral et en interdisant aux candidats favoris des Roumains de se présenter. Là, chère madame, qui explique qu'un horrible idiocrate a élu domicile tel un coucou à la Maison-Blanche, j'aimerais savoir, vous qui parlez d'inversion des valeurs, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour faire la paix, il faut nécessairement la guerre? Est-ce que pour sauver la démocratie, il faut absolument se passer non seulement du peuple, c'est pas nouveau, mais même du processus électoral? Que n'ont dit les Européens dès que vous avez le moindre coup d'État dans une république dite bananière? C'est immédiatement une motion. Tous les jeudis, des motions d'indignation sont votées par le Parlement de Strasbourg. On ne parlera même pas de l'affaire Navalny, d'un homme qui était présenté comme l'opposant numéro 1 à Poutine, dont... paix à son âme, en tout cas qui à un moment donné a été empêché de pouvoir se présenter à un certain nombre d'élections. Que n'avait-on fait? Et alors, qu'est-ce qu'ils font les Européens avec Kalin Georgescu? Eh bien, il l'arrête en pleine rue lorsqu'il va déposer son nouveau... il est arrangeant en plus, ce Georgescu. Il est en tête, on le donne vainqueur au deuxième tour, on suspend le processus électoral. Tout va bien, le peuple roumain reste chez soi, on relance une élection, parce qu'il y aurait eu un soupçon d'ingérence russe sur TikTok, ça prête à sourire. En plus, vraiment, la Roumanie n'a que TikTok dans les oreilles, surtout dans la Roumanie profonde. Ça a dû avoir une influence considérable sur le vote, on s'en doute, et donc... Il est arrêté en pleine rue la seconde fois, interdit même de s'exprimer sur les réseaux sociaux, ce qu'il fait quand même. Et donc il y aura d'autres candidats de sa mouvance qui se présenteront et certainement un seul au final. On verra le résultat, si tant est que ces gens auront le droit, eux, de se présenter, ce qui n'est pas assuré. Votre commentaire, et puis on va s'arrêter là pour la revue de presse. Mon commentaire, déjà, je trouve que les deux pays là qui se touchent, la Moldavie et la Roumanie, montrent aujourd'hui un visage de cette nouvelle
démocratie qui n'a plus que deux noms en termes de valeur, parce que le peuple est annulé, les élections sont empêchées dans le sens où la Moldavie, faut rappeler quand même, pour 300 000 habitants moldaves en Russie, il y avait 12 bureaux de vote. 12 bureaux de vote, c'est-à-dire l'impossibilité totale pour ces gens-là de s'exprimer lors d'une élection. Ça, c'est un. Et deux, ils forcent bizarrement, ils gagnent en Moldavie avec un coup de force, soi-disant des Moldaves d'extérieur qui auraient voté en faveur de cette caste européiste. Mais en Roumanie, il n'y a pas de Roumains ailleurs. C'est que des gens qui habitent leur pays, qui veulent juste le bien de leur propre pays. Ils ne vont pas voter contre leurs propres intérêts. Et on annule cette élection parce que le peuple vote mal. Donc une démocratie, il faut que, en plus, le peuple vote bien. Là, il faut faire comment ? Elle n'est pas valable. Alors après, on va me dire qu'il y a une guerre, évidemment, et la loi martiale, mais enfin, en Ukraine, on ne vote plus du tout. Ah bah là, on ne vote plus du tout. La Constitution ne prévoit aucune prolongation pour un président s'il n'y a pas d'élection. Il y a vraiment zéro. Ils inventent un vote au Parlement qui donne droit, etc. Sauf qu'il y a la Constitution. C'est eux qui défendaient le fait qu'ils avaient une nouvelle Constitution grâce à Maïdan. Et c'est cette même Constitution est violée. L'homme, aujourd'hui, il n'a aucun mandat officiel d'après la constitution ukrainienne. Donc c'est-à-dire c'est un président périmé, tout bonnement, et il se déplace et il est toujours le héros de guerre avec son satellite. Eh ben, vous venez de m'expliquer pourquoi Francine, de sa maison de retraite, a envoyé une lettre à l'Élysée en demandant à Emmanuel Macron, grâce à vous Emmanuel Macron, soyez notre Zelensky. Et je finissais sa formule Nicolas, en disant... je pense pas que c'est la seule qui a envoyé une lettre. Il y a eu d'autres qui étaient furieuses. Faites de la France une nouvelle Ukraine. Merci Francine. Mais je pense qu'il y a eu d'autres lettres. On ne vous dévoilera pas l'objet, mais les Français sont quand même furieux de ce qui se passe. Pas tous. Bon, en tout cas, on a un spécialiste de l'opinion et d'Ipsos, justement. Donc, on va en tout cas lui poser des questions sur des sujets qui sont autres, qui sont liés, donc, je le rappelle, mensonge d'État, imposture écologique, Fayard, enquête, et c'est Henri Vallard. Donc, nous allons maintenant terminer cette revue de presse. Et ma chère Virginie, est-ce qu'il ne serait pas bon, nous avions un certain nombre de petites pauses musicales que nous n'utilisons plus, peut-être mettre dès à présent, comme ça on aura le temps d'échanger avec notre invité principal, un petit bobino tout de suite. Est-ce que c'est seulement possible ? Oui, c'est très possible. Allez, le bobino immédiatement et on passe tout de suite à la partie principale de notre émission. C'est Henri Vallard aujourd'hui, dans ce grand angle du libre journal de géopolitique profonde. Aidez évidemment votre radio, aidez Radio Courtoisie. Et abonnez-vous à la revue de Géopolitique Profonde, je serai doublement heureux. Si chaque auditeur consacrait autant qu'il consacre un café du matin une fois par mois, cette radio se porterait tout à fait bien et n'aurait pas besoin de s'inquiéter pour son avenir. Voilà. Absolument, Lara. Donc, et nous restons toujours bénévoles. Hein. Je tiens aussi à rappeler que les animateurs, les patrons d'émissions sont bénévoles. Donc, c'est pour permettre... Comme Sylvie au Standard. Exactement, comme Sylvie, Patrice, comme tant d'autres au Standard qui se déplacent, y compris le week-end, ce qui est exceptionnel. Puis les autres sont peu payés pour des missions essentielles telles que les techniciens, on le rappelle, ou le secrétariat. Oui, mais voilà, c'est une radio associative et cet esprit d'association est vraiment essentiel à la survie et à la façon de fonctionner. Absolument, merci Lara. Voilà, Henri Vallard, tout de suite, le présenter, puisque je pense, Monsieur Vallard, c'est la première fois que vous venez sur Radio Courtoisie ? Oui. Vous avez un parcours entre sciences et affaires publiques, c'est intéressant. Passé par l'école polytechnique, les mines, vous êtes un ancien X-mine, comme on dit, docteur en apprentissage statistique. Vous avez été le premier directeur général de l'ANDRA, donc qui est l'Agence nationale des déchets radioactifs. Ce qui est en effet un élément essentiel par rapport, évidemment, et on va en parler à la filière du nucléaire. À la filière du nucléaire. Hein. Vous avez été ensuite directeur général délégué justement d'Ipsos, où vous avez développé une grande connaissance de l'opinion publique. Et vous avez cofondé New Covalence, pour aider au déploiement des nouveaux réacteurs nucléaires qui participeront à la décarbonation de l'énergie.
Donc votre livre, qui est à la fois un livre extrêmement érudit, un peu coup de gueule, mensonge d'État, imposture écologique, et puis qui propose évidemment des solutions. On va en parler. On peut commencer, comme ça on évacuera le côté opinion publique. J'en parlais dans la revue de presse sur un autre domaine qui est celui de la guerre, et des narratifs de grande guerre, mais j'ai vu sur Internet que vous aviez produit une étude sur l'évolution de l'opinion publique par rapport au nucléaire, parce que c'est vrai que j'imagine que ça a varié et que peut-être que ça varie selon un accident nucléaire, Tchernobyl en 86, ce qui a pu se passer à Fukushima au Japon. Enfin, l'ensemble des accidents nucléaires, j'imagine, ont une incidence sur l'opinion publique. Oui, tout à fait. Alors, je voulais juste préciser que donc j'ai quitté l'activité des métiers de sondage depuis plus de 2 ans, et que le livre que j'écris est un livre que je fais à titre personnel, qui est déconnecté de mes activités professionnelles et qui est une enquête de 2 ans. Alors, sur votre question, c'est-à-dire l'évolution de l'opinion, effectivement, j'ai publié avec un collègue un article sur l'évolution de l'opinion ces dernières années. Ce qui a été frappant, c'est la montée unanime de la favorabilité à l'égard du nucléaire dans l'ensemble des pays d'Europe. Et c'est quelque chose, y compris en Allemagne. Depuis quand, à peu près ? Alors, le tournant, ça a été, en fait, la guerre en Ukraine. La guerre en 2022. Ukraine, voilà. Et la crise énergétique, c'est ça qui a été le tournant. Et ça, je crois que c'est un point assez important. Et la deuxième chose que je voudrais dire sur ce sujet, c'est qu'on a souvent coutume de dire que les politiques, entre guillemets, suivent les sondages. Mais il y a aussi les faits dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, qu'à partir du moment où une politique est assumée et affirmée, eh bien, un certain nombre de parties de l'opinion y adhèrent et se disent, on sait où on va, et donc il y a une favorabilité dans l'autre sens qui se produit. Et je voulais dire ça parce qu'il y a eu, il y a dans le monde, notamment, puisqu'on parlait du nucléaire avec la COP28 notamment, il y a eu des annonces faites par de nombreux pays de l'idée que face aux menaces climatiques, à la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire était un élément important de la solution, puisqu'on parle d'un triplement d'ici 2050. Il y a dans un certain nombre de pays l'idée, ça fait sens, et donc ça va aussi dans l'autre sens, les décisions politiques assumées et qui se traduisent par un soutien accru de certaines parties de l'opinion. Alors en Allemagne, peut-être pour des raisons de coalition, comme en France d'ailleurs, à partir de 1997, après la dissolution ratée de Jacques Chirac, qui serait, selon par exemple Le Floch-Prigent dans son livre « Le début du déclin de la France », c'est-à-dire des alliances politiques avec l'élément écologique. On sait l'influence des Grünen en Allemagne. L'opinion publique, c'est ce que vous dites est important parce que là, on continue à aller dans le sens inverse, puisqu'en Allemagne, les dernières centrales nucléaires, alors qu'avait eu lieu avait débuté l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, la destruction du Nord Stream, la fin de l'utilisation d'un gaz peu cher russe, on pouvait imaginer qu'ils allaient, au contraire, que le gouvernement allemand du chancelier Scholz allait dans le sens justement du rétablissement de la filière nucléaire. C'était tout à fait l'inverse. Et donc, semble-t-il, d'après ce que vous me dites, contre leur opinion publique. Alors, chaque pays a évidemment son histoire, son système politique. Et dans le livre, d'ailleurs, je ne prononce aucun jugement sur les uns ou les autres. Je suis très respectueux, justement, des indépendances nationales, des opinions publiques et des systèmes politiques. Donc, la situation de l'Allemagne est assez particulière. Effectivement, il y a de tout temps, depuis de nombreuses années, une sensibilité extrêmement forte à l'égard du nucléaire. Et quand la décision il y a un débat, malgré tout. Quand la décision de fermeture des dernières centrales nucléaires est intervenue en 2023, il y a eu déjà des débats en Allemagne sur l'idée, mais est-ce que c'est la bonne décision ? Est-ce qu'il ne faudrait pas redémarrer ? Il y a même des gens qui ont commencé à travailler sur la manière techniquement de pouvoir redémarrer ces réacteurs. Oui. Le chancelier Scholz a déclaré assez rapidement le nucléaire en Allemagne est comme un cheval mort. C'était une phrase assez forte.
Il y a eu des débats, effectivement, dans la campagne électorale avec certains mouvements qui essayaient de prôner un retour en grâce du nucléaire en Allemagne. L'alternative für Deutschland, par exemple? Pas seulement. Non, pas seulement. Les partis Le Parti conservateur, Merz, oui, donc on va avec Merz qui va être élu. Alors, mais il semblerait qu'il ait beaucoup cédé déjà dans ces négociations. Le débat évolue, et je ne l'ai pas suivi en détail ces derniers temps, mais ce qui est aujourd'hui quand même le plus probable, c'est qu'on ne va pas vers un redémarrage de ces réacteurs, parce que techniquement c'est assez compliqué, politiquement aussi. En revanche, le débat existe, latent ou plus ou moins prononcé dans les médias en Allemagne. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une question qui se pose sur l'approvisionnement énergétique. Et je dirais au niveau européen, il y a eu quand même très récemment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a émis récemment l'idée d'augmenter les achats de gaz aux États-Unis pour négocier avec les Américains des taxations sur les produits européens. Et en insistant sur le fait que les qualités du gaz américain, qui est moins cher, fait baisser le prix de l'énergie. Donc, on voit qu'il y a quand même une implication entre des questions de géopolitique et des questions de décarbonation. Parce que la physique, au bout d'un moment, moi je suis, vous l'avez évoqué, un ingénieur de formation. Oui. Voilà, la physique, elle est là, et donc à un moment ou à un autre, on va se retrouver quand même avec des émissions de gaz à effet de serre. Oui, ça c'est évident. Et de toute façon, pour l'instant, l'Allemagne a surtout rallumé des centrales à charbon, hein, dont les effluves nous viennent, Madame Hidalgo, jusqu'à s'il n'y a pas de barrage, c'est comme les nuages radioactifs. On compense par le vélo, c'est pas grave. Les frontières, ça sert à rien. Hein, ce qui est intéressant aussi, puisque vous parlez des émissions, c'est on vit dans un monde qui a beaucoup évolué au niveau des données et de l'accès à l'information. Il y a aujourd'hui des sites où on a quasiment en temps réel les niveaux d'émissions, les productions, les consommations. Il y a tout un écosystème numérique qui s'est créé. Je fais très attention aux anglicismes, pour ne pas me faire gronder sur le plateau. Mais il y a donc aujourd'hui, avec aussi les réseaux sociaux et la communication numérique, on peut être tous un petit peu notre propre média, si vous voulez, si on émet des informations. Alors c'est pour le meilleur et pour le pire, selon le point de vue et selon ce qui se passe. Mais il y a donc en fait une assez grande transparence accessible sur les données. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui réalisent des évaluations, qui réalisent des analyses. Après, il y a des débats. Les gens disent, mais si vous n'êtes pas objectif, vous oubliez ceci, vous oubliez cela. Mais il y a beaucoup de données disponibles. Et effectivement, les données d'émissions par kilowattheure produit sont largement publiques et largement commentées, et elles percolent aussi à certains moments dans le débat politique, puisque un certain nombre de leaders, dûment informés, en parlent et utilisent ça dans leur argumentation. Alors il y a l'opinion publique, et après on viendra vraiment sur votre livre, mais je vous repose une dernière question sur le côté évolution de l'opinion. On constate quand même, et même au-delà d'ailleurs d'un accident technologique, un accident nucléaire, son impact sur si ce n'est sur l'opinion et l'évolution de l'opinion, en tout cas sur le vote électoral. Et ça, moi, j'ai pu le constater à plusieurs reprises, c'est-à-dire que après Fukushima, je crois qu'il y avait des élections soit régionales, soit européennes, je crois que c'était européenne, et il y a eu une espèce de marée verte, hein, c'est le cas de le dire, qui s'est déroulée en Europe avec les élections qui ont suivi. Et puis, j'ai même envie de dire que le vote écologique est indexé au-delà même des questions énergétiques, écologiques, aux questions sanitaires. On a pu le voir aussi avec cette vague verte qui peut-être va refluer, moi je le souhaite vivement à titre personnel, aux prochaines élections municipales, mais suite à la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe aussi des opinions, enfin pas des opinions, là des électeurs, d'aller vers des solutions vertes qui vont dans le sens de la décroissance, en disant finalement la nature se venge. Et donc il faut aller vers... Donc je pense qu'en plus il y a une variabilité qui dépend beaucoup des événements. Oui, alors il y a une forme de variabilité.
c'est tout un sujet, hein, les explications des votes dans les élections, dans les différentes élections, dans les différents pays. En plus, les déterminants ne sont pas forcément les mêmes dans un pays donné, selon qu'on parle de l'élection européenne, de l'élection législative, de l'élection présidentielle. C'est un domaine extrêmement riche, d'ailleurs, de travail universitaire. Voilà. Et moi-même, j'ai effectivement beaucoup travaillé là-dedans, mais je ne suis pas aujourd'hui en activité sur ce sujet. Bien sûr, il y a eu Fukushima, mais il y avait eu avant Tchernobyl, et il y avait eu aussi 3 Mile Islands aux États-Unis, un accident dans une centrale nucléaire américaine. Là, j'ai le droit, parce que c'était le nom de la ville. Ah, mais vous avez parfaitement le droit, exactement. Donc, vous constaterez d'ailleurs que ces 3 pays ont gardé le nucléaire. C'est exact. Je dirais même qu'en Ukraine, puisqu'on parle beaucoup de l'Ukraine en ce moment, l'Ukraine, après Tchernobyl, a augmenté sa capacité de production nucléaire. D'ailleurs, dans les médias, on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait cette grande centrale de Zaporijjia qui était en activité, menacée. C'est pas la plus grande d'Europe, même ? Si. Avec d'ailleurs des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui sont, je crois aujourd'hui encore, présents sur le site. Donc, les États-Unis sont un grand pays de production nucléaire, et le Japon a non seulement poursuivi l'exploitation des réacteurs nucléaires, mais se lance d'ailleurs dans un certain nombre d'initiatives, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, sur la gestion du recyclage poussé des matières nucléaires, qui est évoqué régulièrement par un certain nombre d'experts et qui est aujourd'hui un angle un peu oublié de ce débat. J'ai plein de questions sur ce sujet-là, justement. D'accord. Alors, je vais m'efforcer d'y répondre, parce que je suis venu pour ça. Mais ce que je voulais indiquer simplement, c'est qu'il y a effectivement eu des effets post-Fukushima, mais que, dans les pays concernés par ces différents accidents, ça s'est passé différemment. Et que ce qui est, je pense, très très important à intégrer, c'est qu'on parle avec la nécessité d'agir pour le climat, de politiques de long terme. Et des politiques de long terme dans des industries de production d'énergie où c'est comme des paquebots. On prend des décisions et puis voilà, c'est pas. Et ça reste sur son air longtemps. On ne peut pas changer. Alors, vous avez employé le mot start-up tout à l'heure. Oui, mais c'est parce que c'est le terme qu'employait le chef de l'État. Citation. On n'est pas dans la fluidité, c'est-à-dire on a un concept, on a un positionnement. On est quand même dans quelque chose où c'est comme les autoroutes. C'est comme les villes. Quand on construit une ville, on influence la vie et la géographie pour des dizaines, voire des centaines d'années. On a Sauf que construire une route, c'est plus rapide que construire une centrale nucléaire. Donc l'investissement, il est beaucoup plus moyen terme que en termes du nucléaire. Et je trouve que ce qui est une aberration, c'est que moi j'ai grandi en URSS et quelque part le phare en matière nucléaire, c'était la France. C'est la France qui avait le plus de savoir-faire en matière du nucléaire civil. Et comment se fait-il que même ça, on l'a perdu ? Alors qu'il y a tant de recherches, c'est encore un domaine dans lequel il peut y avoir de la recherche, il peut y avoir des nouveautés exceptionnelles. Alors, il y a quand même en France une continuité d'exploitation, il y a des institutions. Heureusement, mais peu d'investissements. Des organismes de recherche, oui. Alors, il y a eu effectivement, depuis 1997, depuis l'arrêt de Superphénix, il y a eu une sorte d'hiver. D'immobilisme. Il n'y a plus de construction. Donc, quand on ne construit plus, quand on se remet à construire, c'est plus difficile. Mais ce que je voulais dire, puisque vous parliez de Fukushima et des opinions, c'est qu'il y a certes des moments où il y a un vent électoral qui est beaucoup plus favorable à telle ou telle formation. Et encore une fois, ça dépend des élections. Vous le voyez, aux élections européennes, il y a eu des poussées de mouvements verts et d'autres. D'ailleurs, les élections européennes sont en général assez propices à l'écologisme. Mais je voudrais dire une chose, puisque vous parliez de l'article que j'ai écrit l'année dernière. Sur l'évolution de l'opinion. Je garde pour ces questions d'opinion, évidemment, beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, parce que d'ailleurs, je donne des cours dans un master sur ce sujet. Oui. Mais il faut toujours se regarder la moyenne
et la dispersion. C'est-à-dire, il faut regarder l'ensemble du résultat, il faut regarder qu'est-ce que ça donne selon l'âge, selon la géographie, selon le niveau d'instruction, selon le revenu, etc. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques mouvements, par exemple, de jeunes écologistes. Il y a en particulier une écologiste suédoise, je crois qu'elle s'appelle Joa Onstad, je ne prononce peut-être pas très bien, mais qui a dit, écoutez... De la même famille que Greta non, ou pas? Non, parce que la Suède... Je ne voulais pas aller sur ce terrain. La Suède, là, en cette matière, elle est... Donc, non, j'essaye de... Vous auriez dû dire scandinave, vous savez. La Suède... Vous savez, j'énonce des faits, et ce que j'espère avec ce livre, on va y revenir... dès qu'on a fini, là, c'est un sujet où, en fait, où beaucoup de gens peuvent se retrouver, quelles que soient leurs opinions politiques, parce que je parle en fait du mode de fonctionnement de l'État et de la manière de travailler de manière efficace et sérieuse sur ces questions de long terme, justement. Ce que je voulais dire, c'est que cette militante suédoise a dit, pour nous, enfin, je résume, mais sans trahir sa pensée, la crainte pour la planète est plus forte que la tradition antinucléaire. Et il y a un certain nombre de jeunes gens dans ces mouvements qui ont dit oui, c'est vrai, finalement, le totem antinucléaire est peut-être un peu dépassé. Donc c'est intéressant à suivre parce que, et encore une fois, dans tout ce qui est sondage, j'ai appris à me méfier de mes intuitions. Oui. Voilà, c'est parfois contre-intuitif. Voilà, les sondages sont très importants pour valider ou au contraire invalider des intuitions, comme l'écoute des réseaux sociaux, comme et comme le débat. Et donc, les choses ne sont pas forcément acquises. Mais ce qui est une contradiction intrinsèque, c'est comment une politique de long terme peut changer du tout au tout en quelques années. Ça, c'est vraiment une question qui est un paradoxe. Et vous constaterez d'ailleurs que, puisque vous évoquiez la Russie et la Chine, pour ce qui les concerne, elles ont poursuivi leur politique d'investissement nucléaire et de recherche nucléaire. Voilà. Alors Henri Vallard, dans Mensonge d'État, l'imposture écologique, c'est je dirais, la pierre d'angle, le reproche fondamental, principal, Mensonge d'État, fait à l'État français, c'est de ne pas avoir justement cette constance, d'être dans des effets d'annonce, de prendre en considération un danger écologique, mais de finalement, dans de multiples domaines que j'aimerais bien d'ailleurs sur le plan plus qu'anecdotique que nous listions, brevets, chèques, leasing, etc., des mesures qui sont prises, mais sans continuité. On aboutirait presque, ce pays qui est la France, qui avait créé son commissariat au plan, dont on avait dit à ce moment-là qu'il y avait une sorte de planification un peu presque à la soviétique, est un pays, selon vous, dans votre ouvrage, justement, Mensonge d'État, Henri Vallard, qui ne semble plus en mesure de planifier même une transition écologique, que l'on ne soit, je le dis bien pour les auditeurs, et qui connaissent mes opinions aussi sur ce sujet, quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur la menace existentielle ou non écologique. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est si on le prend en considération, pourquoi l'État français, semble-t-il, n'est pas en mesure de planifier ces changements. Oui. Alors, le titre, il faut le voir de la façon suivante. Il y a une affirmation fondamentale que la transition climatique, que le climat est le combat du siècle. Ça se trouve sur le site de la présidence de la République. Donc c'est une affirmation très forte, que c'est quelque chose qui va amener beaucoup de changements, qui est une politique prioritaire, guidée par la science. Et pourquoi ça apparaît comme un mensonge? Parce que pour beaucoup de nos concitoyens, ils constatent un certain nombre de choses. D'abord, des mesures concrètes qui sont pas du tout facile à utiliser, à mettre en place. Donc il y a beaucoup d'exemples sur ce sujet de l'enquête que j'ai faite pendant 2 ans. Et puis, il y a sur les orientations plus stratégiques, c'est-à-dire nucléaire, production d'énergie, énergie renouvelable, etc., le sentiment qu'au fond, on ne sait pas toujours comment est dosée l'accélération, le freinage, l'investissement. Et il se trouve, c'est un sujet tout à fait d'actualité, puisqu'il y a aujourd'hui une consultation qui est en cours sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est un texte parmi de nombreux autres textes sur ce sujet.
et dont la question est est-ce que ça doit être entériné par décret ou par la loi, et plus de 130 sénateurs ont signé une lettre au Premier ministre il y a quelques jours pour réclamer que cela fasse l'objet d'un débat au Parlement et que cela passe en fait par le cadre de la loi. Donc il y a donc un paradoxe entre cette priorité essentielle et de long terme, à laquelle je crois, et la réalité des faits, d'où cette perception de mensonge. Oui. Vous débutez votre livre, c'est l'entame, par... moi, j'aime parler de Francine, qui, par rapport à la crise sanitaire. Vous avez Jojo. Jojo dont vous expliquez d'ailleurs qu'il semble, après une indiscrétion, que ça serait ainsi que Emmanuel Macron parlerait un peu de Madame Michu, du français lambda, on va dire. Et qui va écouter, qui va croire ce qu'on lui explique et qui va vouloir, alors que longtemps on lui expliquait qu'il fallait acheter des véhicules diesel, va vouloir acheter un véhicule électrique. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous conter, parce que j'ai trouvé ça relativement savoureux, justement pour montrer justement la façon dont s'y prend l'État par rapport à ces politiques liées à la transition. Pardon, oui, alors je vais dire un mot de Jojo, parce sûr. que ça a guidé effectivement le prénom, ce n'est pas Francine, c'est Jobic, hein, c'est le premier mot du livre. Oui. Alors pourquoi Jojo dans le manuscrit tel que je l'avais préparé, il y a, je crois, de mémoire dans le document que j'avais fait avec un logiciel bien connu d'édition, je devais avoir 250 références. Tout est sourcé, donc je n'ai rien inventé, et donc sur Jojo, effectivement, je fais référence à... Alors ce n'est pas mis dans le livre finalement imprimé, mais j'ai toutes ces références disponibles. Jojo, c'est la référence à un article paru dans le journal Le Monde, oui, qui explique que, en fait, quand une mesure était présentée au président de la République, il dirait à ses conseillers... L'actuel président. Hein. Oui, l'actuel président de la République... que va en penser Jojo ? Et ça m'avait effectivement intrigué, parce que je viens de vous parler des sondages et de l'opinion, et de l'écoute, et comment il faut analyser les différents segments de la population, la géographie, etc. Comment tout ça, en fait, et c'est une partie du livre d'ailleurs, est un mécanisme très professionnel. Et j'étais intrigué par une sorte de français moyen imaginaire, Jojo. Il se trouve, ça fait belle lurette qu'il n'y a plus de français moyen. On entendait parler de ça en économie il y a longtemps. C'est un français ou un foyer français qui serait représentatif en termes de revenus, de dépenses, etc. Donc on a en fait une opinion, une société où il y a beaucoup de gens différents. Et donc, en fait, Jojo n'existe pas. Mais Jojo, il a quand même existé, puisqu'il y a eu aussi je crois que c'est une académicienne qui a écrit un livre, Jojo le gilet jaune. Oui, Jojo le gilet jaune. Voilà, et qui raconte, j'y fais référence, qui raconte ce genre de choses. Donc, je me suis dit, Jojo, c'est un personnage quand même intéressant, et donc j'ai choisi, sans beaucoup d'imagination, le prénom Jobic, qui est le début du livre. Alors, qu'est-ce qui arrive à Jobic ? Jobic, il a une famille, il a une femme, il a une fille qui est lycéenne, et il roule en diesel. Voilà. Parce qu'on lui a conseillé, et puis il y avait des aides fiscales fortes. Voilà, donc et puis comme beaucoup de ses amis, il roule en diesel, et il voudrait bien passer à l'électrique, mais c'est quand même un peu cher. Et il hésite. Et il entend parler, pendant la campagne électorale de 2022, d'une annonce faite par Emmanuel Macron en disant, voilà, il faut qu'il puisse y avoir pour les foyers en dessous d'un certain niveau d'imposition, l'accès à un leasing à 100 € pour une voiture électrique. Ça, c'est en 2022, pendant la campagne électorale. Vous pouvez avoir un véhicule électrique à 100 € de 100 mensualité. Voilà, 100 € de mensualité, oui, voilà. Et vous avez bien fait tout à fait préciser. C'est relativement un peu cher. Oui, c'est une mesure très, très impactante, très impressionnante. Et d'ailleurs, ça décide, dans le livre Jojo, à s'y intéresser. Oui. Sauf que l'annonce de la mise en place de cette mesure est faite le 14 décembre 2023, le président de la République fait une vidéo pour annoncer le lancement de cette mesure. Il explique un certain nombre de choses sur ce qui se fait en transition écologique, la voiture. Il dit, voilà, la mesure est mise en place à côté du 1er janvier 2024. Effectivement, la mesure est mise en place. Et dans le livre, Jojo discute avec sa famille.
pendant quelques semaines. Il se dit qu'il va, en fond, vendre sa voiture diesel, qui est un peu âgée, à un de ses amis dont le fils vient de passer le permis. Et donc, du coup, la voiture, elle craint pas grand-chose. Les carrosseries. Voilà, la carrosserie est moins vulnérable. Et puis, il hésite entre telle ou telle marque, puisqu'il y avait un catalogue de véhicules. Il choisit finalement une marque. Et il va, après la Saint-Valentin, pour prendre son dossier, pour mettre son dossier en ligne. Et là, patatras, la mesure est arrêtée au bout de 6 semaines. Et Jojo est furieux. Il se dit, c'est comme au supermarché, dans les soldes, il n'y en aura pas pour tout le monde. Non. Pour une mesure à vocation populaire, pour favoriser la voiture électrique dans la transition écologique, comment ne pas comprendre que Jojo soit furieux. Et quelques mois plus tard, on est en campagne pour les européennes, donc tout ça est arrivé début 2024. Et sur un plateau de radio, il y a une auditrice qui appelle Valérie Hayer, donc candidate du mouvement La Renaissance, la Renaissance pour les élections européennes. Et cette personne appelle en disant écoutez, moi, je dois faire le contrôle technique, ça me coûte très cher, elle est très très embêtée. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, le contrôle technique, on va le passer ou pas le passer, est-ce qu'on va avoir des frais. Bon. Et Valérie Hayer lui répond sur le plateau, je conseille à cette dame de passer à l'électrique. Voilà. Donc là, ça m'a quand même beaucoup intrigué. Donc je commence effectivement par ça, parce que je voulais donner un exemple concret. Et je sais bien que ça a l'air critique et sévère, mais en fait, la fin est constructive. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, une opportunité, encore une fois, je tiens beaucoup à ça, de changer un mode de fonctionnement avec, je dirais, une efficacité et un respect accru pour nos concitoyens. En tout cas, dans cette histoire, en effet, en tout cas, les deux éléments qui sont quand même les deux angles d'attaque principaux de votre livre, on les retrouve avec la réaction d'Hayer et surtout Jojo qui se retrouve le bec dans l'eau. C'est que ce sont les mesures, il n'y a pas de capacité de l'État français, et j'aimerais que vous nous donniez tout un tas d'autres exemples où des mesures sont prises, mais il n'y a pas de suivi. L'évolution, alors on ne parlera même pas de la valse des ministres, on ne parlera même pas de la valse des primes, de la valse des organisations non gouvernementales. À un moment donné, ça donne le tournis. Tous les 6 mois, tous les ans, on a des organisations administratives qui changent de nom, qui changent de direction. Donc cette inconstance, cette incapacité que semble-t-il l'État français a de planifier une évolution, on ne discute pas si elle est souhaitable ou pas là dans ce livre, mais c'est ainsi, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis la réaction de Valérie Hayer, tout de même, quelle arrogance, et quelle incompétence, et quel manque de connaissance de ces dossiers. Oui, alors j'irai pas forcément jusque-là. Mais vous n'êtes pas obligé, j'assume d'être... Ce que je veux dire, c'est que je me suis justement interrogé sur comment on arrivait à un tel écart, d'où l'idée du livre, de cette perception. On m'a menti, qu'est-ce qui se passe? Et comment on arrive, avec les meilleures intentions, à un résultat qui puisse être perçu d'une manière aussi négative. Et je comprends la raison pour laquelle vous faites ce commentaire. Ça peut donner cette impression. Et encore une fois, je trouve que le résultat de cette enquête et ce qui est publié, il y a de nombreux exemples et il y a des recommandations à la fin. Je voudrais que ça soit quelque chose qui serve d'une part à faire changer le mode de fonctionnement. J'ai essayé d'aller, si j'ose dire, dans le cœur du réacteur de l'État et de l'administration pour voir qu'est-ce qu'il faut changer en matière de méthode de fonctionnement. Donc que ça ait un résultat concret pour, je dirais, le futur, éventuellement pour les prochaines mandatures, par exemple. Et puis, quelque chose aussi qui soit, certes, qui a une dimension politique, mais une politique, je dirais, plutôt transpartisan. C'est-à-dire que je forme le vœu que, même avec des opinions politiques différentes, on puisse s'accorder
sur le fait qu'un certain effort d'amélioration du mode de fonctionnement permette aux politiques publiques d'être plus efficaces et plus crédibles, peut-être faire moins de choses, mais les faire mieux, de façon à ce qu'on puisse s'y retrouver. Donc c'est un livre qui a une discussion sur les politiques publiques, mais ce n'est pas en soi un livre politique au sens partisan. Voilà, c'est ça que je voulais signaler. Alors pourquoi ça se passe comme ça ? Ce que vous remettez quand même en cause, c'est la gouvernance. Voilà. Mais cette gouvernance, encore une fois, elle est transpartisane. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et je prends dans cet ouvrage 2 défenses. La première défense, c'est que je prends la défense justement des fonctionnaires et des administrations. Et la deuxième, c'est que je prends beaucoup la défense si besoin était. En tout cas, je recommande beaucoup un usage accru aux parlementaires. Donc ça, c'est un petit peu différent, je trouve, de beaucoup de choses qui sont décrites. Alors pourquoi la défense des fonctionnaires ? Ce que j'analyse, c'est que beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas ne sont pas liées à ce qu'on appelle souvent la bureaucratie. Oui. Voilà, je crois que ça, c'est une explication simpliste. Je prends un exemple qui m'avait alerté, toujours dans la campagne des présidentielles de 2024. Le président de la République réunit 700 hauts fonctionnaires et tense un peu la haute administration en leur disant « vous êtes trop lents, vous êtes trop bureaucrate, et à la fin, c'est Bibi qui paye », dixit le président. Alors, j'ai trouvé ça assez injuste, parce qu'en fait, je pense que les États ont besoin d'administration. L'évolution énergétique et climatique, il y a un rôle de l'État, je cite dans l'ouvrage universitaire Mazzucato, qui travaille à Londres et qui a beaucoup travaillé là-dessus. Je ne suis pas du tout pour un zéro État, je ne crois pas du tout que les questions climatiques, énergétiques se règlent par le miracle d'un libéralisme avec un État minimal, donc c'est pas du tout ça. Et je trouve qu'il faut un État, mais il faut qu'un État qui fasse ce qu'il a à faire et qu'il le fasse bien. Et aujourd'hui, on a en fait une hypertrophie du rôle des ministres et des cabinets ministériels et un certain affaiblissement des administrations. Alors, je ne suis pas le seul à parler de ce genre de choses. Il y a un article d'un historien qui s'appelle Pierre Vermeyren qui avait publié un article sur le déclassement de la France à la suite justement de la crise de Covid, qui disait à peu près pareil. Il y avait un effacement des ingénieurs, des militaires dans la direction de l'État, et des administrations qui parfois ne peuvent pas résister à des directions impulsées au niveau des cabinets et des ministres, même si elles sont impraticables ou délétères. Et puis après, vous l'évoquiez, le ministre a changé, le cabinet s'est redéployé, et la mesure reste. On se retrouve par exemple avec, pour la transition écologique des entreprises, l'accompagnement. Il y a une agence qui s'appelle l'ADEME. Je crois qu'il y a plus de 140 aides aux entreprises. Et l'inspection générale des finances elle-même, je ne suis pas du tout contre les fonctionnaires. Au contraire, je pense que les fonctionnaires jouent un rôle essentiel. Et je prends leur défense dans le livre. Je trouvais que cette critique formulée aux 700 hauts fonctionnaires était quand même sévère et injuste. En revanche, il y a un dysfonctionnement dans une volonté d'avoir une tendance, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, une tendance à un fonctionnement en circuit fermé au niveau des cabinets ministériels, très très guidé par l'agenda de ce que doit faire un ministre, qui est effectivement d'aller au Parlement, de faire passer des textes, de faire des visites, entre guillemets, sur le terrain, c'est quand même un grand sport ministériel, et aussi de communiquer dans les médias. Et on demande d'ailleurs à certains membres du gouvernement, entre guillemets, d'imprimer, c'est-à-dire de faire des mesures, etc. Et on finit avec des mesures ubuesques et des choses qui ne fonctionnent pas. Et si je reviens à l'exemple... Vous donniez même l'exemple dans votre livre du fait qu'il faudrait peut-être ces bons ministres et certains fonctionnaires les former sur des sujets qui sont quand même des sujets techniques, technologiques, scientifiques, et ils ne trouvent pas même le temps à ces simples formations, qui fait qu'en fait, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent même pas. Alors, ça, c'est pas moi qui le dis au départ, ce sont des experts comme Jean-Marc Jancovici, par exemple, qui avait parlé de ça, parce qu'il y avait eu effectivement un séminaire gouvernemental en 2022 sur le climat. Je pense que c'est très important qu'il y ait une familiarisation avec les enjeux, mais je ne plaide absolument pas pour un gouvernement des experts.
Et je ne plaide absolument pas pour que les ministres soient archi-diplômés de ceci et de cela. Pas du tout. Je pense que ce qui est important, c'est que les ministres soient bien entourés, avec un bon conseil scientifique et technique, une capacité aussi de résister aux différents lobbies, qui peuvent être des lobbies industriels, mais qui peuvent être aussi des lobbies militants. Donc je plaide pour un travail en équipe, avec des organisations bien structurées, et c'est là où je prends la défense d'un certain nombre de fonctionnaires. Il y a des administrations, il y a une défiance aujourd'hui un peu générale à l'idée que, au fond, les administrations traditionnelles, ça serait ancienne mode, j'ai pas fait d'anglicisme, Non. et que, au fond, c'est par le haut, par ce que j'appelle parfois le bachotage, c'est-à-dire grâce à une grande intelligence d'un nombre limité de conseillers ou d'équipes, on arriverait à prendre les bonnes décisions, à avancer, régler les problèmes. Je ne crois pas. Je crois que ces questions de transition climatique nécessitent d'avoir des caps et d'avoir des organisations structurées qui permettent de prendre les bonnes décisions et d'éviter certains écueils. J'en donne un exemple simple, mais vraiment... Allez-y, parce qu'après j'ai des questions à vous poser. D'accord. Sur l'hydrogène. Oui. Sur l'hydrogène, on annonce en 2019 un plan ambitieux. Et vous constaterez d'ailleurs que sur l'hydrogène, aujourd'hui, on est plutôt dans la tiédeur, au niveau européen et au niveau français. On annonce qu'on va... le plan prévoyait de produire 1 million de tonnes d'hydrogène en le produisant d'une manière respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire avec peu d'émissions de gaz à effet de serre, alors que les méthodes d'aujourd'hui sont très productrices de gaz à effet de serre. Donc l'idée est bonne. Sauf que la version basse du plan et la version haute du plan, c'était 1 million de tonnes ou 4 millions de tonnes. Quelques années plus tard, l'Académie des sciences est enfin consultée et produit un rapport qui explique que pour faire ça, eh bien, il faut 5 réacteurs nucléaires de puissance à temps plein pour le talon bas et 20 réacteurs nucléaires à temps plein pour le talon haut, sachant qu'on en a 57 en activité, enfin plus 1. Donc on se retrouve quand même avec quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de 15 à 40% de la production électrique nucléaire française. C'est une question de proportion, c'est une question de règle de 3. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que l'expertise, elle doit être chez les experts. Il ne s'agit pas du tout que les décideurs et les politiques soient des experts, mais qu'ils aient une familiarité et la capacité d'écouter, d'être organisés pour écouter les experts. Et d'avoir des bases quand même. Voilà. Vous avez employé un anglicisme juste avant, et je ne l'ai pas relevé. C'est lobby. Ah. Et oui, et lobby, c'est intéressant parce que justement, j'entends bien tout ce que vous dites, mais il y a la France, il y a l'État français, il y a ce qu'était sa tradition, et puis il y a l'Europe. C'est quand même une extraordinaire... L'Europe, par rapport à toutes ces questions d'énergie, c'est quand même... le Parlement européen, mais aussi Bruxelles, les groupes de pression, donc on va les appeler comme ça parce qu'on est sur Radio Courtoisie, mais tout le monde aura compris de quoi on parle, ont pignon sur Parlement. C'est une règle, c'est une logique qui d'ailleurs n'est pas une logique très française, mais qui est acceptée aujourd'hui par les services de l'État. C'est-à-dire que moi je crois que la plaie, la peste auquel nous assistons en matière d'énergie, c'est justement l'influence considérable de groupes de pression et d'agences dont on pourrait même se poser des questions quant à l'origine du financement et du pourquoi ils agissent comme ils le font. Alors, personnellement, je ne vois rien d'anormal à ce qui est des groupes de pression, pour prendre un terme bien français que vous avez corrigé. Je pense que c'est l'ordre des choses et qu'il faut faire avec, quelle que soit la nature, l'origine de ces groupes de pression. Ce qui est embêtant, c'est quand il y a une faiblesse dans le pouvoir, une faiblesse de la capacité d'analyse et de résistance. Et de résistance. Voilà, c'est ça qui est le problème. Donc, je vais prendre un exemple qui a beaucoup été commenté à l'époque, la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Oui. Ça a été annoncé en grande pompe et ça a été peu à peu, j'allais dire, piteusement abandonné. Ça a commencé par être repoussé, je crois, de 2025 à 2035, puis purement et simplement abandonné. On a là, bien sûr, c'était un choix, il y avait des considérations politiques, il y avait des considérations électorales, mais c'est quelque chose qui ne tenait pas la route. Donc je pense que la meilleure manière de lutter contre les groupes de pression, c'est que les autorités
puissent disposer d'un conseil à la fois compétent et indépendant. Et ça, c'est un point qui aujourd'hui est mal assuré. On vient de le voir sur l'hydrogène, avec l'exemple que je donnais. L'Académie des sciences consultait beaucoup trop tardivement sur ce sujet. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut réformer cette partie-là. Comment avoir des experts qui soient à la fois compétents sur le sujet, parce que sinon, ce n'est pas des experts, et indépendants, parce que c'est vrai que les experts, on a tendance à les trouver dans les secteurs en question, les experts de l'éolien, les experts du nucléaire. Donc il faut, mais c'est faisable. Et les administrations sont normalement, ou l'Académie, ou d'autres organismes, je sais pas, le CNRS, l'INSERM, voilà, il y a des organisations qui peuvent permettre d'avoir accès, ou des experts internationaux. Vous pouvez avoir des structures organisées qui permettent d'analyser les dossiers et de conseiller valablement le pouvoir politique. Aujourd'hui, on a, et un certain nombre de mes confrères ingénieurs y participent malheureusement, on a des conseillers dans les différents ministères qui sont appelés conseillers techniques et qui ne sont ni conseillers ni techniques. Ils ne sont pas conseillers parce qu'en fait, quand ça part dans le décor, eh bien, il n'y a pas la capacité de dire non, on ne peut pas faire ça, ça ne va pas marcher, ce n'est pas possible. Et plus grave encore, parfois ils ne sont pas techniques, dans la mesure où tous ces sujets-là sont assez compliqués, il faut travailler, il faut prendre du temps. On n'apprend pas tout à toute vitesse. Ça prend du temps, c'est subtil. On pourra peut-être parler du système électrique, par exemple, tout à l'heure, et du débat nucléaire ENR. C'est pas facile. Donc, il faut savoir s'entourer d'une expertise. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je pousse beaucoup sur ce sujet. Et encore une fois, c'est transpartisan. Ça n'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, de gauche ou entre guillemets de droite. J'espère un choc de gouvernance, c'est ce que je dis à un moment dans le bouquin, pour que justement on soit plus indépendant et plus fort. Merci. Alors, parce que les questions affluent, et il ne faut pas se tromper de sujet et de débat aujourd'hui. Je l'ai annoncé, mais je n'ai probablement pas été assez clair. Donc le livre Henri Vallard, Mensonges d'État, l'imposture écologique, édition Fayard Enquête. Nous avons dans cette émission, il n'est pas question de traiter dans le mensonge ce à quoi vous êtes très habitués sur Radio Courtoisie. Vous avez, que ce soit dans mes émissions, que ce soit dans les émissions avec François Gervais, vous avez les émissions d'Olivier Tournafont. On n'est pas là aujourd'hui pour discuter de la réalité de la menace écologique, de la réalité d'un réchauffement climatique de nature anthropique et du rôle du CO2. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, avec Henri Vallard, c'est de constater le fait que l'État, qui annonce un chantier exceptionnel, puisque ce serait carrément une menace existentielle, on l'a encore entendu à Davos dernièrement, comment il s'y prend par rapport à ça? Et c'est de montrer ses failles. Il n'y aura pas de discussion aujourd'hui entre mon invité et moi sur la réalité de cette menace écologique. C'est pas le sujet. Donc ces questions-là, on le traite souvent, chers auditeurs, donc de grâce, je ne vais pas redire ce que moi j'en pense, mais on traite d'abord des questions liées à l'État. C'est le principal. Donc il y a beaucoup de questions, malheureusement, que je ne vais pas poser parce qu'elles sont hors sujet. Je suis désolé de le dire. Moi, je ne suis pas très professoral. J'aime pas trop. On m'a suffisamment dit quand j'étais un mauvais élève, vous êtes hors sujet, pour vexer qui que ce soit. Mais voilà, c'est pas le sujet. On se resitue plutôt sur des questions du genre. Alors là, par exemple, oui, très bien. J'ai là un auditeur qui me sermonne en me disant, mais je vais poser la question justement à Henri Vallard. Monsieur Stocker, il n'y a pas eu d'accident nucléaire à Fukushima en mars 2011. La centrale a été arrêtée avant que n'arrive le tsunami généré par le séisme sous-marin de magnitude 9,1 survenu dans le Pacifique sur la côte de Tohoku au Japon. Et la précision de notre érudit auditeur. On ne peut donc parler d'accidents nucléaires comme ceux de Tchernobyl, de Three Mile Island. Merci d'être rigoureux et précis dans vos assertions. Vive la renaissance du nucléaire français, bien courtoisement. Alors, il n'y a pas eu d'accident nucléaire à Fukushima ? Il y a eu un accident, mais il n'y a pas eu de rejet majeur comme à Tchernobyl. Bien sûr, c'est différent. Il y a eu une agression extérieure qui venait de la mer.
Mais effectivement, ça n'est pas du tout de la même nature que les rejets qu'il y a eu à Tchernobyl, par exemple. Voilà. Mais ça a été perçu, qu'on le veuille ou non, ça a été perçu comme un élément des événements majeurs dans le nucléaire dans le monde. C'est pour ça que je parlais de Three Mile Island, de Tchernobyl et de Fukushima. On ne peut pas nier que ça a alimenté le débat en 2011. Et d'ailleurs, si je reprends le discours que le président de la République a prononcé à Belfort, dans lequel il dit... il fait d'ailleurs assez courageusement une inversion d'orientation, puisqu'en 2018, la tonalité était encore de fermer 14 réacteurs et on était encore sur le 50%. Donc on vivait sur cette inertie et ça a été relancé en 2022. Et donc là, ça a été un changement majeur. Et il explique d'ailleurs qu'il y avait eu, après Fukushima, un doute international, alors qui n'a pas été universel, mais notamment en Europe, qui expliquait que il y avait eu des hésitations. Alors personnellement, je pense que justement les politiques de long terme ne devraient pas faire l'objet de ce genre d'hésitation. Alors, un auditeur qui me pose 2 questions, il y en a une, je vais la poser, la deuxième est hors sujet, Denis. On connaît vos arguments, vous parlez de décarbonation de l'énergie, mais s'il n'y a plus de gaz carbonique, qu'est-ce qui va faire pousser les arbres? C'est pas le sujet, mon cher Denis. Par contre, je donne droit à cette question à votre invité. Où en est l'exploitation du brevet de Gérard Mourou, prix Nobel de physique, de traitement des déchets nucléaires par laser, et cette technique va-t-elle clore enfin le bec aux écolos bobos? Merci de votre réponse. Vous connaissez ce brevet, Gérard Mourou? Alors, vous êtes spécialiste de ces sujets. Oui, ça ne me dit. Ça vous dit rien? Ça ne me dit plus rien. Moi, j'ai quitté l'agence de la gestion des déchets radioactifs il y a de nombreuses années. Bien sûr, j'ai retravaillé dans le cadre de ce livre et d'autres activités sur le nucléaire. Il faut se méfier, dans le cas des déchets radioactifs, des solutions miracles. Oui. Il y a effectivement différentes technologies. Il y a eu effectivement une loi, plusieurs lois d'ailleurs en France, pour promouvoir une variété de traitements des déchets radioactifs. Le sujet d'aujourd'hui pour la question des déchets radioactifs, c'est d'une part la poursuite des activités en matière de stockage géologique. Il y a une installation qui est au stade de laboratoire dans l'est de la France, CIGEO, qui est très importante. Il y a d'autres pays qui sont dans cette voie. Et puis il y a effectivement des technologies et des filières pour permettre de recycler de manière la plus poussée possible les déchets radioactifs. Mais il faut se méfier d'une technologie qui résoudrait l'ensemble de la question. Ça n'est pas possible. Bien sûr. Je prends en cours, mais peut-être avez-vous déjà salué la prouesse réalisée à Cadarache il y a un mois, où on a réalisé la plus longue fusion jamais réalisée, coiffant les Chinois au poteau. Pour une fois, on peut pousser un légitime cocorico. Alors, je pense qu'il y a plein de raisons de pousser des cocoricots et qu'effectivement, je pourrais parler tout à l'heure de la défense des administrations et des instituts de recherche. Le commissariat à l'énergie atomique et alternative, parce que je crois que c'est son titre aujourd'hui. Ah oui, ça a changé. Voilà, et fait dans le domaine de la fusion des progrès. Il y a une recherche fondamentale. Et oui, il y a des choses qui progressent. Alors maintenant, il faut faire très attention à ce que la fusion, il y a des investissements, il y a des entreprises qui ont reçu des fonds pour développer ça. Il y a beaucoup de communication sur ces sujets. Les différents experts que j'ai interviewés sur ces questions confirment tous qu'il faut quand même voir que c'est une échelle de temps qui est assez lointaine encore aujourd'hui, à la fois pour des raisons de physique, mais beaucoup pour des raisons de technologie en fait. De technologie. Bonjour Lara et Nicolas. Que pense votre invité de la découverte en Moselle d'un gigantesque gisement d'hydrogène blanc? Alors, bonne question, cher. Oui, là aussi, j'ai posé la question à des gens qui s'y connaissent, notamment des gens qui connaissent le pétrole et le gaz, qui font de l'exploration et de la production. Bon, l'hydrogène, il a une capacité quand même c'est une petite molécule, il a la capacité à passer assez facilement dans les joints. Enfin, c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse considérer que la découverte de l'hydrogène natif, puisque c'est de ça dont il est question, c'est pas l'hydrogène fabriqué, c'est l'hydrogène natif, résolve nos problèmes d'approvisionnement énergétique. Bien.
Bon, moi j'ai quand même une question sur justement le manque de constance. On a pu le voir, hein, Jojo à un moment donné, je crois que vous l'appelez toujours Jojo, il va avoir la peur du grand froid, hein, parce que soudain on se rend compte que on n'entretient pas suffisamment et puis on repart dans l'autre sens. Astrid, la filière qui va disparaître, est-ce qu'on est encore en mesure de la relancer aujourd'hui? Toutes ces questions justement, est-ce qu'on n'a pas en partie porté atteinte du fait de l'idéologie à cette filière? Est-ce qu'on a encore les ingénieurs aujourd'hui, Henri Vallard, qui vous dites il y a des centaines d'ingénieurs formés qui arrivent sur le marché, des milliers même chaque année. Est-ce qu'on n'a pas, parce qu'on l'a vu par exemple sur les réparations du fait de micro-fissures sur un certain nombre de réacteurs, est-ce qu'on a encore, et on a fait appel à des techniciens étrangers dans certains cas, est-ce qu'on n'a pas cassé un petit peu l'appareil, cette capacité extraordinaire technologique française? Alors, l'élément des ressources humaines est très important. D'ailleurs, il y avait eu en 2018 un rapport qui avait été immédiatement classé confidentiel, qui a fini par ressortir, comme beaucoup de rapports confidentiels, qui alertait sur la question des ressources humaines et qui insistait très fortement pour que la relance du nucléaire soit annoncée dès 2019. En fait, elle sera annoncée en 2022. Alors pourquoi cette raison? Parce qu'il y a eu un long intervalle sans construction de réacteurs. Et il commençait à y avoir des pertes de compétences, voilà. Des gens qui partaient en retraite, et c'est une filière qui attirait moins les jeunes générations. Et pourquoi c'est important ce tuilage? Parce qu'on ne peut pas former des milliers de gens d'un coup. Oui. La capacité de formation elle est limitée. Certaines entreprises disent je peux former à peu près 10% de mes effectifs par an ou 15% de mes effectifs par an. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et ça n'est pas, je dirais, d'aujourd'hui, ça n'est pas la mandature actuelle qui est évidemment seulement en cause. C'est qu'il y a eu un long hiver sans construction. On a un petit peu perdu la main. Et c'est une filière... Pendant une vingtaine d'années. Voilà, la filière, exactement. Et la filière nucléaire, c'est une des grandes filières industrielles, hein, avec l'automobile et l'aéronautique. Il y a à peu près 200 000 personnes qui travaillent dans cette filière, avec des entreprises de tout un tas de métiers. Vous parliez d'experts étrangers, ben oui, quand il faut des soudeurs, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas laisser forcément, si on travaille dans une zone, dans un réacteur nucléaire, il y a des limitations à l'exposition quand on est à côté quand on est dans l'enceinte elle-même. Donc il y a tout un tas de considérations qui font qu'on a besoin de bras et qu'on a besoin de monde. Mais c'est un phénomène un peu plus général même, c'est-à-dire c'est l'attirance des gens qui sont des techniciens, qui sont des ingénieurs, qui sont de tous les métiers, pour aller travailler dans des usines. On veut réindustrialiser, alors il y a de l'automatisation, mais il faut aussi que des gens aillent dans les usines et que ces métiers soient aussi valorisés. Et donc on a effectivement aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un peu de délai hein, dans tout ça. Ces délais ne sont pas forcément dramatiques, parce qu'on est dans le long terme. Et on a la chance d'avoir un parc nucléaire aujourd'hui qui fonctionne bien. Alors, on va peut-être revenir sur 2022, parce qu'effectivement, j'ai skippé cette partie-là. Pardon. J'ai passé sur cette partie-là. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Merci. Mais oui, les ressources humaines sont un élément essentiel du programme. Les entreprises ont besoin de stabilité. Elles ont besoin de dire on a un cap, parce qu'il faut des commandes à la fin. Donc oui, il y a une difficulté de ressources humaines. Maintenant, elle sera surmontée. Ça prendra plus ou moins de temps, mais elle sera surmontée. Et en termes de brevets, on disait la France avait 20 ans, 30 ans d'avance sur la fusion, sur des technologies, et puis il y a eu cette vente malheureuse de certaines filières Alstom, et puis je disais des programmes qui ont été abandonnés. Est-ce qu'aujourd'hui on a perdu cette avance, ou est-ce qu'on peut envisager une reprise vigoureuse sur le plan du nucléaire? Alors, en France. Je crois que sur les technologies, notamment les technologies aval de production d'électricité, donc les turbines, les fameuses turbines Arabelle, il y a effectivement une cession, il y a une récupération dans certaines conditions. Bon, le point clé alors sur cette question-là de technologie et d'avance, il est dans ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides. Alors, je vais dire un mot là-dessus. En fait, dans les réacteurs nucléaires, pourquoi le nucléaire connaît-il un tel intérêt dans la production énergétique mondiale? C'est parce que c'est une énergie qui est très dense. L'énergie solaire, elle est abondante, puisque la planète est illuminée par le soleil, mais elle est très diffuse. Oui. Et donc,
c'est sa concentration qui la rend efficace. Et entre les deux, on a le pétrole et le gaz, qui est avec l'énergie chimique. Et là, c'est avec l'énergie atomique. Donc, il y a dans les réacteurs d'aujourd'hui, on ne consomme qu'une partie de la matière qui peut produire de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y avait une filière qui avait été développée en France avec Rhapsody, Phénix et Super Phénix, qui étaient des réacteurs essais, puis des réacteurs de semi-puissance, puis un réacteur de grande puissance. Super Phénix était le plus grand réacteur de ce type au monde et a été arrêté en 1997, largement pour des raisons électorales. C'était un réacteur qui était hautement symbolique, hautement chargé au niveau politique. Et là, on a effectivement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire le haut-commissaire à l'énergie atomique actuel, encore récemment dans un rapport qu'il vient de produire sur la planification, la programmation plurielle de l'énergie, insiste sur l'intérêt, l'importance de relancer rapidement, puisque c'est du long terme. Le long terme, faut pas attendre. Il y a une confusion souvent qui est faite en disant c'est du long terme, donc on a le temps. Mais comme ces éléments de politique énergétique prennent du temps à être mis en place, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et donc, ce conseiller scientifique du gouvernement, très officiel, dit il faut relancer les initiatives pour être capable d'avoir cette filière qui complète en fait la filière d'aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que Super Phénix, c'est un peu le fantôme oublié du nucléaire français. Quand vous dites Super Phénix, ah oui, il y avait quelque chose qui s'appelait Super Phénix. Et vous avez parlé d'Astrid. Donc Astrid, c'était un réacteur, donc qui était un peu dans la suite. Donc après, d'ailleurs, une question d'un auditeur qui va dans ce sens-là continuer. La décision d'interrompre les recherches sur le réacteur Astrid est-elle politique ? Alors, ça, faut le demander aux politiques. Personnellement, je pense qu'elle a été néfaste. Alors, cette décision d'arrêter. Oui, d'arrêter, ça a été néfaste. Alors pourquoi ? Astrid, c'était quoi ? Astrid, c'était en quelque sorte le plan B après Super Phénix. Après Super Phénix, il y a une décision en disant quand même, justement, pour les technologies d'optimisation de la gestion des déchets, par référence au brevet dont il était question tout à l'heure. Donc là, c'est un vrai élément de priorité, de recyclage poussé, de meilleure utilisation des matières nucléaires et d'indépendance énergétique française, de souveraineté, si vous voulez. Donc, ce qu'on retrouve avec Astrid, c'est en fait un programme de recherche pour développer de nouveau cette filière avec des technologies, des méthodes un peu différentes. C'était ça le programme Astrid, lancé par Jacques Chirac, confirmé par Nicolas Sarkozy et soutenu par François Hollande, qui a personnellement signé un accord avec les Japonais. En 2019, il y a tout un tas de circonstances qui font que cette initiative est arrêtée. Et de fait, les effectifs du CEA, alors on a dit oui, on ne va pas construire le prototype et on continue la recherche, mais les effectifs de la recherche ont diminué. Bref, on a mis ça un peu en sommeil. Et plusieurs experts ont alerté, les membres de l'Académie des sciences, les hauts-commissaires successifs, en disant il faut faire quelque chose sur ces réacteurs à neutrons rapides. Et ce qui est très intéressant, c'est que Astrid a été arrêté en France, mais il renaît au Japon. Oui. C'est-à-dire qu'alors que les Japonais s'accrochaient, si j'ose dire, à des développements Astrid que nous faisions, maintenant c'est l'inverse. C'est nous qui participons en apportant un savoir-faire, une initiative au Japon. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Japon, mais ce n'est pas le lieu. Donc, il y a aujourd'hui un élément, ce fantôme oublié de Super Phénix, sans jeu de mots, doit renaître. Plusieurs experts le disent. Le haut-commissaire à l'énergie atomique doit renaître de ses cendres, comme son nom l'indique. Voilà, c'est pour ça que je voulais renaître de ses cendres. De faire des cendres. C'était décidé comme ça. Et qu'il ne soit pas des cendres nucléaires comme à Tchernobyl. Attention. Voilà, donc ça c'est un élément important. Pourquoi ? Parce que ce type de réacteur permet de valoriser les matières nucléaires dont nous avons une grande abondance sur notre sol, c'est-à-dire l'uranium appauvri. Cet uranium appauvri, c'est le résultat de la fabrication du combustible enrichi qui va dans les réacteurs d'aujourd'hui. Mais cet uranium appauvri n'est pas un déchet, c'est une ressource. Mais pour exploiter cette ressource, il faut les réacteurs à neutrons rapides. Je dis ça à grands traits. Et c'est pour ça que des experts alertent régulièrement sur le sujet, et pas que des experts. Les rapports parlementaires, j'ai dit que je me faisais l'avocat du travail parlementaire dans ces questions. Des rapports parlementaires comme celui fait par Antoine Armand, qui est devenu entre-temps ministre des Finances, et Schellenberger à l'Assemblée nationale, mais aussi le rapport du sénateur Delahaye, paru en 2024,
très très important et qui tombait un peu dans l'oubli, sans visibilité. Ces rapports parlementaires insistent beaucoup là-dessus. Ce sont des sources d'informations extrêmement précieuses et donc ça n'est pas un point de vue isolé ce que je dis. Il y a un certain nombre de gens qui en parlent. Alors après, il y a la question des financements, il y a la question de comment on s'y prend. Il y a des sources de financement et d'économie. Aujourd'hui, par exemple, le raccordement de l'éolien en mer, c'est intervenu d'ailleurs dans le débat politique, c'est quand même 37 milliards d'euros. Et c'est énorme. Le haut-commissaire actuel vient de publier un avis sur la programmation pluriannuelle de l'énergie en cause, et il dit, attention, on est en train de faire trop de soliens et d'éolien. De soliens. D'éolien et de solaire. Je les ai confondus. D'éolien et de solaire. Donc, c'est vraiment... c'est pas grave. Moi, j'ai une idée, c'est que s'il y a plus, parce qu'il paraît qu'il n'y a plus assez de vent, les éoliennes, on peut mettre de l'énergie nucléaire pour les faire tourner. Alors, c'est là où le Parlement joue un rôle important. Parce qu'au Parlement, on a des politiques de terrain qui prennent le temps d'étudier les dossiers, qui écoutent les experts. Ils ne vont pas forcément les suivre, mais ils prennent le temps de se spécialiser 3 mois, 6 mois, 9 mois sur un sujet. Antoine Armand, Raphaël Schellenberger, le sénateur de l'Aille connaissent ces sujets. Donc on trouve dans le Parlement des gens qui vont au fond des choses et qui se forment un point de vue instruit sur les sujets. Et encore une fois, on peut être de n'importe quel métier, personne n'a besoin d'être... Les politiques n'ont pas besoin d'être des experts, mais ils ont besoin de travailler avec les experts. C'est pour ça que je parle du bachotage. Les choses ne s'apprennent pas en 5 minutes. Qu'est-ce que vous pensez, la question est plus longue, mais un auditeur nous parle entre autres des cabinets McKinsey en disant d'un côté il y a des groupes de pression, et puis d'un autre côté il y a les cabinets McKinsey. Est-ce que vraiment c'est la solution pour les cabinets ministériels ? Alors, le métier de conseil, c'est comme les métiers des sondages, si vous voulez. Ils ont leur utilité, il faut qu'ils soient faits, ils répondent à un besoin avec des gens de grande qualité. Après, il ne faut pas mettre à toutes les sauces. Parce que dans votre livre, vous en parlez à un moment donné avec une réponse totalement lunaire de, je ne me rappelle plus, c'était un ministre ou un expert, qui explique, mais de toute façon, c'est pas avec des énarques qui sont du ministère du Travail, en plus avec un mépris affiché, qu'on va régler ces problèmes-là. On n'a pas assez d'inspecteurs des finances. Alors, ça m'a beaucoup choqué. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour les cabinets de conseil. Je crois qu'ils font un travail utile. J'en ai d'ailleurs utilisé dans ma carrière. En revanche, il ne faut pas faire n'importe quoi par n'importe qui. C'est-à-dire que le conseil scientifique de l'État, c'est une chose. L'étude de l'opinion et la compréhension de la société, c'est une autre. Et il faut le faire d'une manière professionnelle. Ce qui me gêne, c'est l'idée que quand on est brillant en quelque chose, on est brillant en tout. Alors ça, c'est totalement faux. Les bons en tout. Oui, mais je trouve ça, c'est délétère. Ça, dans le modèle absolu, et vous en parlez à plusieurs reprises de façon assez cocasse dans votre livre, c'est Emmanuel Macron lui-même. Vous citez en effet Jean-Michel Blanquer, qui explique que nous avons un virologue digne d'un prix Nobel, qu'il connaît l'immunologie, mieux que... D'ailleurs, vous dites, si demain le président avait un test de compétences sur le sujet, il serait peut-être surpris du résultat obtenu. Il y a auprès du président aujourd'hui des conseils scientifiques. Alors, on l'a vu sur les crises sanitaires en particulier, il s'ajoute des conseils scientifiques, il paraît qu'il lit tout. Et là, c'est très drôle, à un moment donné, il prétend, ou certains prétendent que monsieur Emmanuel Macron lirait les rapports du GIEC. Et là, vous dites, tiens, c'est étonnant. Parce qu'en effet, pour qui a déjà eu entre les mains ce genre de rapport? Oui, alors un peu de polémique, ça fait partie de la radio. Oui, cher Henri. Je comprends. Je pense qu'il y a aussi, j'espère, une certaine dose d'humour dans les propos de Jean-Michel Blanquer et dans les propos il était très sérieux quand il a dit ça. Je le connais, il était très sérieux. Mon point de vue à moi, c'est j'espère que c'était un peu une plaisanterie. Voilà. Et j'écris d'ailleurs dans le livre, je m'en souviens, je l'ai écrit, soyons justes, le président n'a jamais prétendu lui-même être épidémiologue. Et moi-même, pendant la Covid, j'ai suivi des cours de santé publique, j'ai suivi les cours de Fontanet, le président du conseil scientifique, pour regarder les questions d'épidémie. Vous vous souvenez, tout le monde parlait du fameux R0, on avait les exponentiels, etc. Donc tout ça, ça rend modeste. Je crois que le point important, tous autant qu'on est, d'ailleurs quand vous écoutez des scientifiques, des experts, pas tous, il y en a qui ont la grosse tête, mais
En général, les gens sont modestes. Moi, je connais bien ça et je connais pas ça. Il y a l'expert de plateau aussi, attention. Lui. C'est pour ça qu'il faut travailler en équipe. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut une organisation de conseil structurée. Ce qui m'a effectivement un peu gêné, mais encore une fois, je ne suis pas le seul, puisqu'il y a des références qui sont citées dans l'ouvrage, c'est l'idée de la désintermédiation entre la science et le pouvoir politique, et de la désintermédiation entre la société et le pouvoir politique. Ça, je n'y crois pas du tout. Il y a effectivement des conseils qui se suivent. Une des explications, il y a un conseil scientifique auprès de la présidence qui a été monté, et l'une des explications que fournit encore une fois un article sur le sujet, mais qui venait d'une interview avec le cabinet du président, c'était « Imaginez que le président ait entendu parler des virus ARN, alors on n'aurait peut-être pas été dans la même situation avec les vaccins. » Moi, je n'y crois pas du tout. Je crois qu'il faut des structures de recherche qu'on fait travailler correctement, qu'on laisse respecter. Il faut faire le ménage dans un certain nombre de dépenses inutiles. L'efficacité est aussi génératrice d'économie. Donc voilà, je crois qu'il faut des organisations qui soient respectées, qui travaillent. On a l'INSERM, on a le CNRS, on a le CEA, on a tout un tas de choses. Il faut vous voyez, quand le programme nucléaire a été lancé, il a été lancé par un président de la République qui était grammairien. Il y avait un Premier ministre qui était juriste ancien légionnaire de Pierre Messmer, Alain Pompidou. Et puis, on avait des structures qui étaient des structures qui faisaient leur office. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'appuyer davantage sur des structures organisées et aussi sur le Parlement. Ben ça, c'est intéressant. Merci pour cette émission passionnante, nous dit cet auditeur. Merci pour la mise au point de Nicolas Stocker. Nous aimons les émissions qui nous apportent des informations fiables et qui nous font réfléchir. Nous aimons qu'on répète que les problèmes sont complexes. Alors là, question complexe, parce qu'il nous reste plus qu'1 minute 30 et que j'ai encore 2 petits alexandrins à lire, évidemment, de notre cher Michel Dumas. La société Sumatel a développé, il y a une 30aine d'années, le projet de tour solaire à vortex. Ça vous dit quelque chose? Des tours aérothermiques sous l'égide. Bon, alors on ne sait pas. Voilà. Donc, je rappelle d'abord votre ouvrage, Henri Vallard, Un mensonge d'État, imposture écologique, Fayard Enquête, édition. Vous aviez un mot. À partir de mercredi 19 mars. On est en avant-première. Vous avez un mot à dire? Oui, c'est un message d'espoir, qui est un choc de gouvernance, de façon à ce que l'État puisse fonctionner mieux. J'y propose un certain nombre de mesures, elles sont à la fin du livre, et aussi que ça soit dans une société qui est quand même très fracturée et très polarisée, peut-être un élément de convergence, où on puisse quand même se retrouver pour le bien du pays. Alors là, Michel Dumas fait très fort aujourd'hui. Mes grands amis montois, les fameux Jo et Bic, et rien à voir avec commissaire Jobic, lui aussi grand expert en matière de bic, savent à quel degré suis de bovophobique. Je combats cet État qui ment sur tout ou presque, ayant défiguré ma patrie pittoresque, avec de blanches ailes tourbillonnantes fresques, Don Quichotte affolé, en vain chevaleresque. Alors là, c'est une de mes préférées, cher Michel Dumas. Merci de votre écoute. Eh bien, Mike Borowski arrive avec son invité. Je vous l'avais déjà annoncé en début d'émission. Je le remercie encore de m'avoir suppléé la semaine dernière. Il est tout beau, il est rasé. Vous le verrez pas tout de suite parce que, évidemment, c'est de la radio. Écoutez, merci à tous de votre écoute. Merci Lara. Merci évidemment à Sylvie. Merci à Virginie. Merci à notre invité Henri Vallard. Eh bien, à la semaine prochaine. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.